Au début du film, on fait la connaissance de Lars, un jeune homme discret, réservé qui vit dans une petite ville. Il travaille dans un bureau, ne parle presque à personne et habite dans le garage appartenant à la maison de son frère Gus et de sa femme Karin. Karin invite sans arrêt Lars à dîner, mais il refuse toujours en prétextant qu'il est occupé. Il évite tout contact physique, parle peu, semble inoffensif, mais quelque chose en lui paraît étrange. Gus ne sait plus quoi faire avec lui et Karin s'inquiète sincèrement. Un jour, Lars annonce qu'il a une copine, Bianca, et qu'il va la présenter à la famille. Tout le monde est sous le choc. Personne ne comprend ce qui se passe. Il explique ensuite qu'ils se sont rencontrés sur Internet et que c'est une missionnaire clouée dans un fauteuil roulant. Lars demande à son frère et Karin de lui préparer une chambre d'amis pour la nuit. La soirée arrive. Lars se présente à la porte de Gus et Karin, mais il n'est pas seul. Il a réellement amené Bianca. Sauf qu'il s'agit d'une poupée grandeur nature en silicone très réaliste avec perruque et vêtements. Amoureux, Lars lui parle comme à une vraie personne, la présente comme si elle pouvait entendre. Karin est choquée, Gus complètement perdu. Mais Lars croit sincèrement que Bianca est réelle. Il lui parle, agit comme si elle avait des émotions, une personnalité, une vie propre. Le couple est déboussolé. Que faire? Le confronter, le blesser ou faire semblant? Ils vont consulter une amie de la famille, le docteur Dagmar. La psychologue leur propose une solution inattendue mais humaine. Puisque Lars croit qu'elle est réelle, alors jouons selon ses règles. Le docteur Dagmar explique que Lars traverse un profond traumatisme psychologique et que si tout le monde accepte Bianca, Lars pourrait petit à petit se reconnecter à la réalité. Karin soutient cette idée, tandis que Gus reste hésitant. Mais n'ayant pas d'autre solution, il finit par accepter. Et alors quelque chose d'incroyable commence. Les habitants de la ville se prennent au jeu. Au magasin, on lui choisit des tenues. À l'église, on lui garde une place. Bianca devient même bénévole. Tout le monde fait comme si elle faisait réellement partie de la société. Et Bianca vit. Elle assiste à des événements, va chez le coiffeur, participe à la vie locale. Pendant que Bianca prend vie, Lars commence à changer. Il ne fuit plus les gens, devient plus actif et il sourit même. Un jour, il amène sa petite amie en plastique chez le docteur Dagmar pour un examen. Mais c'est lui qui finit par parler. Peu à peu, il s'ouvre. Il évoque son enfance, ses émotions, ses peurs, mais toujours à travers Bianca, comme s'il racontait son passé à elle. Sa confiance envers la psy grandit. Lars semble fondre et s'épanouir. Malgré l'absurdité apparente, les gens du coin le soutiennent. Ils comprennent que ce n'est pas un caprice, mais une manière pour lui d'affronter sa douleur intérieure. Même les voisins les plus sceptiques finissent par adoucir leur regard. Lars commence à travailler avec des enfants, à s'impliquer dans la communauté. Il devient un peu plus membre du monde qu'il fuyait autrefois. Lors d'une séance avec Dagmar, Lars parle de son passé difficile, ce qui aide à comprendre pourquoi il a trouvé refuge dans son amour pour Bianca. Sa mère est morte en le mettant au monde, et son père, distant, silencieux, était souvent absent. Lars a grandi dans le silence et la solitude, sans contact physique ni tendresse. Voilà pourquoi le toucher le terrifie au point de le faire souffrir physiquement. Il a appris à fuir ses émotions pour ne pas souffrir. Bianca est devenue parfaite pour lui. Elle est là, son amour est sans danger, prévisible, ne demande rien en retour, ne fait pas de mal. Grâce à elle, Lars réapprend peu à peu à être proche des autres. On comprend alors que Bianca n'est pas juste une poupée. Elle est une thérapie, un pont pour revenir à la vie. On voit bien que, pour Lars, avec Bianca, c'est du sérieux. Il l'emmène à l'église, parle de projets avec elle et prend soin d'elle. Il lui fait un lit à part, lui lit des livres. Les gens autour entrent de plus en plus dans le jeu et Bianca devient bénévole à la bibliothèque, puis participe même au conseil de l'éducation. Lars, lui, sourit de plus en plus. Il n'a plus peur du contact avec les autres. Il commence même à discuter avec ses collègues, chose impensable auparavant. En particulier avec Margot, une fille gentille de son boulot qui avait depuis longtemps un faible pour lui, mais gardait ses sentiments pour elle. Mais Lars, lui, n'est pas encore prêt pour une vraie intimité. Il garde ses distances, se cachant derrière Bianca. Gus commence à s'inquiéter sérieusement pour son frère. Il craint que Lars ne s'enferme définitivement dans son illusion. Mais après une conversation honnête avec Dagmar, il comprend que son frère ne sait tout simplement pas comment vivre dans le vrai monde. Il est blessé, et au lieu de critique, il a besoin de soutien et de bienveillance. Pendant ce temps, Lars rencontre de plus en plus de tensions.
Voilà que Bianca n'écoute pas toujours, discute avec lui et même le rend jaloux. Elle a son propre emploi, du temps, ce qui agace Lars. Il se met en colère, s'énerve, des émotions nouvelles pour lui. Pour la première fois, il vit de vraies émotions de couple, même si elles sont imaginaires. Il découvre ce que c'est que d'avoir quelqu'un d'indépendant face à soi. Et ça le déstabilise. Un jour, Bianca dit qu'elle veut aller vivre chez Karin et Gus parce qu'il fait trop froid chez Lars. Le jeune homme accepte, avec douleur, mais sans protester. C'est le premier pas vers le lâcher-prise. Il sort de plus en plus seul. Le lien avec Margot se renforce, ils discutent plus, rient ensemble, jouent à des jeux de société. Pour la première fois, Lars la laisse le toucher. Même brièvement, c'est un moment important. Lars n'est plus l'homme qu'il était. Il est plus vivant, plus ému, plus connecté. Il devient enfin un vrai membre de la communauté. Certains habitants commencent à se lasser du jeu. On entend chuchoter « Et si on arrêtait cette folie ?» Mais d'autres répondent « Tu ne comprends pas, ce n'est pas pour la poupée, c'est pour lui. » Ceux qui ont accepté d'entrer dans son monde réalisent à quel point Lars a changé. Il n'est pas devenu un autre, il est devenu lui-même. Le docteur Dagmar soutient qu'il ne faut rien précipiter. Le processus doit suivre son cours naturel. Et à ce moment-là, Bianca commence à tomber malade. Lars annonce que Bianca ne va pas bien et l'amène chez le médecin. Le docteur l'ausculte et confirme. Oui, c'est grave. Dans la ville, la nouvelle se répand. Bianca est mourante. Incroyablement, tout le monde se mobilise dans l'empathie. Les gens apportent des fleurs, écrivent des mots de soutien, prient pour elle. Bianca, d'objet imaginaire, devient un symbole collectif de tendresse. Lars a l'air vidé. Il parle peu, ne sort presque plus. Le moment approche où il devra dire adieu à Bianca. Et cette situation le tourmente. Il va voir Dagmar et lui avoue qu'il ne sait pas quoi faire. Il a peur que si Bianca meurt, il se retrouve seul. Mais d'un autre côté, Lars sent qu'il a déjà changé. Avant, il ne supportait même pas qu'on le touche. Et maintenant, il tient la main de Margot. Il partage ses angoisses. Et si je ne suis pas normal? Et si je ne m'en sors pas sans elle? Dagmar lui répond doucement « Tu t'en sors déjà ». Lars la regarde et dans ses yeux, on lit qu'il comprend. Il est prêt. Bianca devient de plus en plus faible. Un jour, d'après Lars, elle perd connaissance et une ambulance vient l'emmener. Le jeune homme, bouleversé, explique à tout le monde qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il vit cette épreuve comme une perte réelle. Lars reste au chevet de Bianca, lui tient la main, lui parle. Dans ses gestes, on voit un vrai chagrin. Gus et Karin restent près de lui. Les voisins viennent lui rendre visite. Même si tout le monde sait que Bianca est une poupée, l'atmosphère est sincère. C'est une thérapie collective. Cette poupée est devenue un symbole de fragilité, de douleur et de confiance. Lars, qui ne savait pas parler de ses émotions, vit désormais un véritable deuil. C'est le dernier pas sur le chemin de sa guérison. Un jour, Karin et Gus proposent à Lars et Bianca d'aller faire une sortie en pleine nature, et bien qu'ils n'acceptent pas tout de suite, ils finissent par dire oui. Une fois sur place, Lars installe Bianca avec tendresse sur une couverture. On sent que c'est dur pour lui de réaliser que Bianca va bientôt disparaître, et il s'assied en silence pour fixer l'horizon, pendant que Gus et sa femme discutent du temps qu'il fait. Peut-être qu'au fond de lui, Lars sait déjà qu'il ne pourra pas empêcher ce départ, et qu'il va devoir apprendre à vivre sans elle. Karin et Gus partent se promener, sans trop s'éloigner du coin où étaient Lars et Bianca. Lars regarde sa bien-aimée, l'embrasse et fond en larmes. C'est à ce moment-là que Bianca meurt. Quand Gus et Karin reviennent, ils voient Lars debout dans l'eau jusqu'aux genoux, tenant la poupée dans ses bras en pleurant, et comprennent aussitôt ce qui s'est passé. Gus court immédiatement vers son frère. Bianca est enterrée avec tous les rituels humains. Une veillée d'adieu, un prêtre qui prononce de belles paroles pour celle qui s'en est allée. Après la cérémonie, tout le monde se rend à l'enterrement. Tous sont présents, amis, collègues, voisins. Ils se tiennent en silence, certains avec des fleurs à la main. Lars fait ses adieux à Bianca. Ce moment n'est pas qu'un adieu, c'est une libération, une maturité nouvelle. Il ne dit pas seulement au revoir à Bianca, mais à l'ancien lui. Et c'est Margot, sa collègue, qui est là pour le soutenir dans ce passage. Après la cérémonie, Gus reste à l'écart des autres. Dagmar s'approche de lui et entame une conversation sur Lars. Tous deux savent que l'homme a énormément changé pendant cette période, qu'il est devenu plus ouvert. Cette expérience aura un impact sur ses futures relations,
sur sa vie en général. Il s'est ouvert aux autres et a trouvé une vraie place dans la société. Lars est debout près de la tombe quand Margot s'approche. Elle pleure et lui montre une réelle compassion. En parlant avec elle, Lars évoque Bianca et dit qu'elle lui a demandé de ne pas être triste, mais qu'il n'y arrive pas. Margot le soutient et lui propose de rejoindre les autres. Mais Lars lui propose plutôt d'aller se promener, ce à quoi Margot accepte. C'est la première vraie promenade de Lars avec une personne vivante. Sans poupée, sans faux semblant, sans peur. Le film, Lars et l'amour réel, n'est pas juste l'histoire d'un homme seul avec une poupée. C'est une fable fine et touchante sur la guérison de l'âme, sur le fait que la peur profonde s'estompe quand on est accueilli, pas jugé. Lars a eu la chance d'être écouté et la société, de manière inattendue, a su réagir. Personne ne s'est moqué de lui. Personne ne l'a forcé à revenir à la réalité. À la place, on lui a offert du temps, de l'espace et de la chaleur. Et lui, en retour, est devenu plus fort, plus humain. Le plus étonnant dans ce film, c'est sans doute la réaction des autres. Médecins, familles, collègues, voisins, tous participent au jeu de Lars en sachant que ce n'est pas réel. Ils jouent pour aider. Ce n'est ni de la moquerie, ni de la pitié. C'est de la compassion. Et c'est ça la force du film. Chaque personnage montre qu'il ne faut pas forcément changer quelqu'un pour l'aider. Il suffit d'être là. Sincèrement. Le film nous rappelle que l'amour, ce n'est pas seulement la passion ou les déclarations. L'amour, c'est aussi être prêt à soutenir quelqu'un même dans son chagrin le plus étrange. C'est ici que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.